Et je crois que c'est votre choix, la musique Brice de mémoire. Paola, c'est vous? C'est vous? Expliquez-nous. voilà. Ben oui, parce qu'ils sont deux, donc il fallait faire un choix. On n'allait pas mettre les deux en même temps. Paola, pourquoi ce choix musical? La bonne humeur. La bonne humeur, et en fait la chanson, c'est une vieille chanson qui raconte marche sous la lumière. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est d'aller vers la lumière, et je trouvais ça assez sympa, assez dynamique et en même temps joyeux, parce que l'audace, c'est joyeux. Alors expliquez-nous la raison de votre présence sur scène tous les deux, Paola et Brice, puisque vous occupez des fonctions de votre vie professionnelle et puis vous avez aussi des fonctions plus larges en coprésidence. Brice? Bah écoutez, c'était complètement normal que le MEDEF soit présent aujourd'hui. C'était normal qu'on soit présent avec vous tous à Dijon. Et c'était normal que pour parler d'audace, le MEDEF et l'entrepreneuriat que nous représentons avec Paola, on soit là pour vous témoigner aussi tout ce qu'on est côté donc MEDEF, pour vous porter la bonne parole de l'entrepreneuriat. Le MEDEF, tout le monde sait ce que c'est dans le MEDEF, là dans la salle, les jeunes? Oui. C'est pas l'image du patron qui fume son cigare dans sa Rolls-Royce. Hein. C'est la preuve, hein, la preuve. Paola, donc vice-présidente du MEDEF, coprésidente de l'entrepreneuriat au MEDEF. Est-ce que vous étiez prédestinée à être chef d'entreprise? Alors, je ne sais pas si on est prédestiné déjà à quelque chose dans la vie, de façon générale, et encore moins à l'entrepreneuriat. Par contre, est-ce que j'avais envie d'entreprendre? Oui. Voilà. Voilà, gérer des projets, mener des projets à bien, quelque part avoir une toile blanche et pouvoir dessiner ce que j'avais envie, avec mon impression, mes intuitions, en étant en collectif, ça j'en avais envie. De le faire en entreprise, je l'ai fait en tant que salarié. De le faire dans l'entrepreneuriat, pour moi, il y a une passerelle directe. Et donc, effectivement, je pense qu'on n'est pas forcément prédestiné. Par contre, à faire des projets, à les mener à bien, oui. Et quelque part, le MEDEF, c'est aussi l'aventure du projet. Quelle énergie, Paola. Alors, puisqu'on a une salle qui est venue aujourd'hui chercher des conseils, déjà, vous allez m'expliquer comment on gère 1000 personnes à 23 ans. C'est-à-dire comment, là, vous étiez salarié. Donc, qui vous donne la responsabilité à 23 ans de gérer 1000 personnes dans sa boîte? Il devait être fou. Ou pas? Non, plus sérieusement. Ou visionnaire? Non, moi, j'ai un parcours... J'ai un parcours un peu atypique. Je suis tombée par hasard dans les centres d'appel en parallèle de mes études à 18 ans. Centre d'appel, vous avez toute l'image. On vous dérange le soir chez vous. Bon, bah, finalement, c'était pas ça. J'ai découvert que c'était pas que ça. Et j'ai commencé un peu par hasard dans ce métier. J'ai évolué très vite dans ce métier parce que ce métier est un fabuleux tremplin et permet de se tester au management, notamment, ce qui m'a passionné. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens sur mon parcours, un peu comme toujours. C'est aussi un peu toujours de la chance, des opportunités qui m'ont fait confiance et qui m'ont proposé, au fur et à mesure, de monter les marches. Donc, j'ai commencé au téléphone, je suis devenue manager. Et ensuite, j'ai fini directrice des opérations d'un grand groupe où je gérais effectivement 1000 personnes. Neuf Télécom, vous ne pouvez pas le citer, moi aussi. Hein, voilà. L'envie de la liberté, l'insouciance, un peu d'inconscience aussi, une volonté d'avancer. C'est quoi l'alchimie? Alors, l'alchimie, j'ai toujours tendance à dire que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un groupe de rock. Alors nous, quand on monte l'entreprise, on a 25 ans. Donc à 25 ans, on est encore plus un groupe de rock. Alors attendez, vous allez un peu trop vite, parce que là, pour moi, vous êtes toujours salarié. Pardon. Alors, je Vous retourne êtes en arrière. salarié, on vous donne beaucoup de responsabilités, vous avancez dans la vie, vos N+1 vous font confiance, mais très rapidement, de toute façon, vous êtes à leur niveau et au-dessus. Alors, pourquoi vous continuez pas à monter les marches du salariat? Bah, vraiment, parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours été passionnée. Je ne sais pas si vous voyez, comme les grands aventuriers. Moi, j'aime beaucoup. Je compare l'entrepreneuriat à l'aventurier. Un peu comme Saint-Exupéry, qui traverse les mers dans son avion avec toutes les chances de s'écraser. Un peu comme Marco Polo ou Christophe Colomb. Bah, finalement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'aventure. C'est aussi l'inconnu. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu cinglé quand même, au fond? Ouais, il faut être, pas cinglé, j'aime pas le mot, mais fou au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut un peu de folie, un peu d'inconscience. Et donc effectivement, moi j'ai envie de faire cette aventure. Et c'est surtout un vrai désir de liberté. Paola, je reviens à vous dans un instant. On va passer à Brice. On va lui passer le micro 2 minutes. Alors Brice, vous saviez très jeune que vous souhaitiez, que vous deviendriez entrepreneur. C'était dans les gènes. Non. Pas vraiment. Non, vous m'avez piégé là. Non, ce qui est vrai, non. Je suis donc d'une famille d'entrepreneurs. Mes frères sont aussi entrepreneurs. Mais au contraire, moi à l'inverse, en commençant,
je voulais plutôt être donc en salarié, puisque j'ai fait pas mal d'études. Et pour moi, c'était plutôt dans une logique, à la fin de mon école de commerce, de travailler dans un Big Five ou n'importe quoi. Et à l'inverse, j'ai plutôt donc commencé en échec. C'est-à-dire que je suis parti travailler à l'étranger. En rentrant en France, je me suis marié. Et là, j'ai commencé à chercher du travail et j'ai pas eu de répondant. Et comme je commençais un peu à passer pour une cloche par rapport à ma nouvelle famille, à mon écosystème, je me suis créé mon propre emploi en fait. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est que je crois qu'il n'y a pas un seul invité n'est passé sur scène en assumant ses échecs. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'espère que c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de honte à échouer, il n'y a pas de honte à se planter. Si vous êtes là, c'est que vous avez rebondi. Si tous ceux qui sont là sont passés, c'est qu'ils ont rebondi à un moment donné ou à un autre. Vous faites quoi aujourd'hui, Brice, dans la vie? Donc aujourd'hui, j'ai une entreprise dans les services à la personne, sur les services de la vie quotidienne et sur l'aide aux personnes âgées. C'est un réseau qui compte 750 agences avec 4500 salariés. Et président d'ailleurs de la Fédération des entreprises de services à la personne. Tant que faire se peut, vous trouvez le temps quand même de le faire? Oui, en fait, tout est lié. C'est vrai qu'on est sur un secteur qui est un peu particulier, puisqu'il y a des notions de crédit d'impôt, etc. Et c'est complètement légitime dans ce secteur-là d'avoir aussi une notion donc, politique liée à l'entreprise pour défendre notre écosystème et nos métiers, parce que ça reste un métier jeune. C'est un métier qui a été créé avec la loi Borloo en 2005. Donc on est encore en pleine croissance et on est un métier adolescent. Voilà, donc c'est un métier où il faut aller vers un certain opportunisme entrepreneurial. C'est aussi important pour continuer à le faire avancer. Et la conjoncture, évidemment, vous donnera du travail, j'imagine. Paola, je reviens à vous. On s'en était arrêté au déclic. Et donc là, vous décidez de quitter votre vie de salarié pour monter votre boîte. Vous ne le faites pas seul, hein, je crois que vous le faites en associé. Vous êtes 4, c'est ça? Sans lever de fonds. Et là, première prise de risque, on va chercher dans son porte-monnaie. Ouais, alors nous, on était vraiment inconscients. Ce que je disais, alors je reprends mon exemple du groupe de rock. Donc on part avec cette idée de lancer notre premier album, finalement. Aussi fou, on fêtait aussi bien les réussites que les échecs. On est persuadé qu'en fait, on va lever des fonds. Mais bon, on a une idée un peu saugrenue. C'est au moment où tous les centres d'appel écoutez bien l'idée, partent en Afrique du Nord, à Madagascar, à l'île Maurice pour une main-d'œuvre à plus bas coût, donc payer moins cher, nous, on décide de se créer en plein cœur de Paris et de prouver qu'on peut être compétitif en étant en France, à Paris, intramuros. Il faut m'expliquer pourquoi tous les grands majors de la téléphonie mobile, alors qu'en plus vous travaillez, vous étiez quand même bien placé, ont pour stratégie d'aller s'implanter dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Et comment vous, du coup, vous mainteniez cette idée, vous aviez cette idée de développer des centres d'appel au centre de Paris? Nous, en fait, au final, on a tous commencé donc au téléphone, donc tous dans les centres d'appel. Et finalement, c'est notre parcours et notre expérience de vie qui nous fait dire qu'il existe un marché qui peut être contre-intuitif et dans le contre-pied, finalement. Et moi, j'aime bien reprendre l'exemple, et pour tous ceux qui peuvent peut-être dans la salle avoir un projet, l'exemple des signaux faibles. Finalement, nous, on incarne le signal faible. C'est-à-dire qu'au final, rien ne prédit qu'en prenant un centre d'appel complètement à l'opposé, parce qu'il y a vraiment des vagues, et il faut savoir que la France est leader mondial des centres d'appel. Et donc, quand on se crée, tout le monde part justement avec ce côté cost-killing, et nous, on se dit, il existe peut-être une voie de passage un peu différente, une petite route qui mène à effectivement une autre forme. Non pas qu'on soit opposés, complémentaires, et donc on crée le centre d'appel avec cette idée. Vos centres d'appel, petite question, centre d'appel, à chaque fois qu'on appelle et qu'on est mis en attente, parce que j'ouvre votre dossier, attendez, je vous fais patienter. C'est pour prendre un autre appel pendant ce temps-là? Non. Ah. non. C'est la machine. C'est pas non, mais c'est un peu parfois pénible. Personne ne croit en vous, ou pas grand monde, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, tout le monde vous suit. Alors là, c'est pareil. Non, mais c'est pareil encore. De voir aussi les gens, non pas faire les girouettes, mais les gens vous tournez le dos quand vous lancez votre boîte, et au moment où ça cartonne, on revient vous voir. Tiens, Paola, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors,
C'est vrai qu'effectivement, on se dit on va lever des fonds et les fonds d'investissement nous disent attendez, vous n'avez pas une autre idée, je sais pas, allez plutôt en Roumanie, faites un centre d'appel, je sais pas, au Sénégal, mais franchement à Paris. Bon. Pourquoi vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, Sénégal, Roumanie, même pour vous lancer? Mais parce qu'on avait vraiment ce côté aventurier. Quelque part, pourquoi, et en toute humilité, mais pourquoi les grands aventuriers sont partis à l'inconnu, en prenant des risques, en prenant des avions qui risquaient de s'écraser à tout moment? C'est ça en fait l'inconscient. C'est ça qui est génial. Finalement en plus, et ce qui est génial, c'est qu'à 25 ans, on n'a aucune idée de la prise de risque. Donc du coup, on y va, la fleur au fusil, et puis tout est génial en fait. C'est l'aventure. Paola, vous disiez que le plus dur n'est pas la création d'entreprise. On peut souvent croire que le plus dur, c'est de créer sa boîte. C'est quand on commence à connaître la croissance, et c'est notamment le sujet de la... Alors, la croissance qui tue. Moi, j'ai trois petites anecdotes comme ça que je redonne régulièrement, qu'on a vécues et que j'aurais aimé qu'on nous donne avant, surtout. La première, c'est qu'effectivement, la croissance tue. Donc, c'est-à-dire que tout chef d'entreprise qui se crée, le premier truc qu'il pense à faire, c'est faire du chiffre d'affaires. Cependant, à un certain moment, à une certaine croissance, le chiffre d'affaires n'allant pas avec la trésorerie, donc on paye, c'est pas pour autant qu'on encaisse autant au même moment, pour être court, et ben au final, on peut grossir, on peut être avec une très belle croissance, faire plein de chiffres d'affaires, et pour autant pas trouver de quoi payer au quotidien. Donc ça, c'est très paradoxal ça en fait. Hein. Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on le sait sans le savoir. Et puis comme on est entrepreneur, donc on a envie de faire du chiffre, et ben parfois on va chercher le chiffre, et à un moment on oublie le financement. Donc ça c'est la première leçon entre guillemets. La deuxième, c'est le 20-80 Pareto. On l'a appris quelques années plus tard. C'est 2 de nos clients représentaient 80% de notre chiffre d'affaires. Super. Sauf que quand on en perd un, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est Pareto. Et là, on n'est pas bien. Ça, c'était un peu finalement deuxième. Et le troisième, je pense que c'est même le premier. Et c'est pour ça que je trouve que des événements comme celui-là sont géniaux. Et c'est quelque part ce qui nous amène aussi au MEDEF, à l'engagement, etc. C'est le réseau. Partager avec ses pairs, échanger, écouter. Je pense que au moment où on crée la boîte, nous, on n'a peut-être pas ce réflexe. On me l'a appris par la suite. Et je pense que vraiment, faire du réseau, c'est pas uniquement serrer des mains et rencontrer des gens, c'est échanger, avoir du partage de bonnes pratiques, s'inspirer. Et ça, je pense qu'on me l'aurait dit beaucoup plus tôt, j'aurais appris plein de choses. On sent votre côté humain. Je crois que l'humain, d'ailleurs, a toute sa place dans votre entreprise. C'est vraiment votre credo. Vous dites aussi qu'il faut fidéliser pour ne pas voir les gens partir. Vous parlez de vos clients, vous parlez de vos salariés. Alors, nous, pour faire très court, Wisecom, on l'a créé sur 3 concepts. Le premier, attirer des talents. À l'époque, on n'appelait pas ça talent, à un métier décrié comme le centre d'appel, en France, à Paris. Deuxième créneau, ça a été de se dire fidéliser ces personnes, parce qu'il n'y a pas d'école de formation. Il y en a peu toujours maintenant, alors que le centre d'appel est partout. Après, L'expérience client, etc. Et donc, effectivement, en fait, nous, la fidélisation, et donc derrière, très vite, la RSE, c'est un levier de performance. Et c'est comment faire en sorte d'améliorer la qualité de vie de nos salariés pour qu'ils restent. C'est ce que j'allais vous dire, excusez-moi, je vous coupe. C'est ingrat comme métier, de se faire accrocher quand même. Non mais au nez toutes les 2 minutes, quoi. Non mais comment on fidélise? Comment on fait en sorte que les salariés restent? Vous agissez sur quel levier? Vous avez 1 heure? Non. On a 2 minutes, Paola. Non, le centre d'appel, on met tout derrière le centre d'appel. Mais le centre d'appel, c'est pas forcément la personne qui vous appelle le soir pour vous déranger. Pour nous vendre des panneaux solaires. Alors que vous avez rien demandé. Nous, on fait plein d'autres choses. On fait du service client, bien sûr, mais on fait aussi du quality monitoring. On fait aussi de la prospection pour les entreprises auprès d'entreprises. On fait aussi des renseignements sur des personnes qui ont demandé à avoir des informations. Automobile, banque, finance, énergie, ce que vous voulez. Donc, en fait, il faut un peu casser les idées reçues. Voilà, mais je suis là pour ça. Je fais mon rôle aussi. Hein. B2B ou B2C? Les deux. B2B les deux. Et B2C. Et donc, du coup, quand vous travaillez principalement pour des entreprises qui ont une haute exigence de qualité, vous formez, j'imagine, aussi vos salariés à maîtriser les sujets sur lesquels ils bossent quand ils appellent. Ouais, c'est un de nos métiers. On a 3 métiers, c'est apprendre à apprendre, donc la formation, recruter, le premier, apprendre à apprendre, et ensuite l'expérience client, le conseil, parce que l'expérience client, on en a tous les jours. Tout le monde vit une expérience client. Et on est dans un métier qui se démultiplie avec l'intelligence artificielle, qui bouge tout le temps. Donc, et nous, on a un petit concept qui est de dire qu'on concentre l'intelligence artificielle là où l'homme n'a pas de valeur ajoutée, et ça nous permet de mettre l'humain là où il a un vrai talent.
Il y en a, hein, il y en a là-dedans. Paola, vous allez passer le micro à Brice. Brice, vous en avez un. Brice, qu'est-ce que vous inspire cette... Oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous inspire cette journée, Brice? Ces échanges, ces rencontres, ces témoignages? Moi, ce que j'aime dans ces journées, c'est l'énergie. C'est incroyable de voir toute cette jeunesse à Dijon, de voir... moi, je pensais qu'il allait y avoir que des entrepreneurs, entre guillemets, mais non, il y a vraiment des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Il y a des lycéens, il y a des collégiens, et ça fait plaisir de voir qu'il y a vraiment un dynamisme, qu'on est dans une région et donc une ville dynamique, et qu'on peut entreprendre et donc partout, et qu'il n'y a pas de frein donc territorial. Et au contraire, moi, ce que j'ai un chiffre, il paraît qu'entre ce que l'on attendait ici et la réalité, il y a 2 fois plus de personnes que ce qui était prévu initialement pour cette première édition de l'Audace. Donc c'est incroyable, et puis merci, bravo, vraiment. Une dernière petite anecdote que j'ai notée. Ce matin encore au téléphone, vous avez des jeunes entrepreneurs. Vous êtes jeunes, n'hésitez pas à vous lancer, même à 16, 18, 20 ans. On a un exemple encore plus jeune avec Hugo, vous m'en parliez ce matin, Brice. Oui, exactement. Ce qui était intéressant, c'est sur ce côté opportunisme et audace. Je trouve que l'on vit vraiment une époque formidable où tout va plus vite. Donc ça peut être un frein, mais ça peut être aussi une force. Et je pense que entreprendre aujourd'hui est différent d'entreprendre tel que nous on l'a vécu, avec Paola, et donc à une autre époque. Et c'est plutôt une force. Et donc je pensais évidemment, et donc à l'IA, où nous on avait à une certaine époque des freins, où il fallait prendre des avocats, et donc relire des documents. Et tout ça aujourd'hui, on peut tester son projet grâce à l'IA. Et effectivement, nous on a rencontré au MEDEF un jeune qui donc l'année dernière était en seconde et qui est en première aujourd'hui, Hugo, qui a monté une IA générative pour aider les psys et pour aider les gens donc, à communiquer sur une IA psy. Et donc Hugo aujourd'hui, qui est encore en première et qui va passer son bac de français à la fin de l'année, est en train de lever des fonds à l'étranger, mais des fonds assez importants, pour son IA générative. Et je trouve que ça, on est vraiment au cœur de ce qu'on peut faire sur l'audace et sur la création et l'envie d'entreprendre. Voilà, 15 ans, hein, 15 ans, on y arrive. Jean-Philippe, un petit mot en réaction de Brice et Paola. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce qu'on vient d'entendre? Oui, déjà Brice, Paola, je voulais déjà vous remercier. Non, c'est important parce qu'il y a une prise de parole ce soir qui me touche beaucoup. On s'est vu à Go Entrepreneur. Je suis venu présenter le projet et vous avez dit oui tout de suite, vous avez embarqué tout de suite dans le projet, et je voulais vous remercier parce que voilà, si cet événement existe, vous en êtes une partie, une composante, et voilà, je tenais à le faire parce qu'on a essuyé pas mal de refus ailleurs, et là vous n'avez même pas c'était go, on y va, et voilà, je voulais le dire. Non, ce que ça m'inspire, c'est qu'on peut, je dis toujours faire attention, on peut grossir et mourir, au sens propre et figuré, hein, c'est-à-dire que c'est très bien illustré par Paola, c'est-à-dire qu'on peut, une entreprise, à un moment donné, chope un grand client, 2 grands clients, tout bascule, et puis effectivement, quand l'un vous quitte, ou pour des raisons, ça peut faire basculer l'entreprise. Donc voilà, vous avez 2 parcours. J'allais dire pour Brice aussi, il nous a raconté l'histoire de son entreprise. Il est très modeste aussi, parce que, waouh, ouais, ça c'est des magnifiques aventures. Donc voilà, il faut qu'on les raconte, il faut qu'on prenne tous un peu de temps, qu'on prenne 1 heure, j'allais dire un jour, une demi-journée, peut-être tous les 6 mois pour raconter nos histoires et inspirer tous ces jeunes qui, il n'y a pas de raison, vont peut-être faire mieux que nous d'ailleurs, en plus sur tout ça. Donc voilà, prenons ce temps, et merci, je tenais à le dire. Ouais. Merci Jean-Philippe, merci Brice Alzon, Paola Fabiani, merci d'avoir été les invités de cette grande scène du Zénith.